Bonjour à tous, vous qui êtes connectés à distance sur nos réseaux sociaux. Nous sommes en direct du Patio 19, rue Garnier-Pagès, au cœur de Lanville, à Fort-de-France. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement de lancement de la fabrique décoloniale. Je me présente, Myriam Moïse, martiniquaise, maître de conférence à l'Université des Antilles sur le campus de Schœlcher, et j'ai l'honneur de présider la fabrique décoloniale, une toute jeune association puisque nous existons depuis septembre dernier. Je voudrais commencer par saluer les membres fondateurs de cette association puisque je parlerai aujourd'hui également en leur nom. Dominique Aurélia, Laurie Belrose, Stéphanie Belrose, Audrey Célestine, Valériane Edmond-Mariette, Mario Gilbert, Elsa Juston, Elisabeth Landy, Clément Vulmenot et Zaka Toto. Nous sommes donc un groupe de jeunes et moins jeunes martiniquais, chercheurs, historiens, artistes, et nous nous sommes rassemblés dans un premier temps suite au déboulonnement et aux tensions mémorielles qui ont occupé l'actualité ces derniers mois. À travers ces événements, nous avons pu constater que le fait colonial continuait à avoir des répercussions matérielles, psychologiques et politiques. Ensemble, nous avons alors proposé le manifeste pour la Martinique qui appelait les Martiniquais à faire corps, à se rassembler au-delà de ce qui les divise et à déconstruire plutôt que détruire. Vos réponses enthousiastes nous ont motivés. Nous avons reçu plus de 2000 signatures en quelques jours et au nom de la fabrique décoloniale, je remercie tous les Martiniquais qui ont soutenu notre démarche et qui ont par la suite d'ailleurs participé au sondage et exprimé leurs souhaits et leurs attentes. C'est pour nous, Martiniquais et Martiniquaises, que la fabrique décoloniale a été créée parce que nous avons ressenti véritablement ce besoin de réinvention, de reconstruction et de dynamisme. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de faire entendre nos voix et de mettre en œuvre des projets sur des enjeux liés à l'héritage colonial de notre territoire. Pour en approfondir la connaissance ou pour remettre en question ses conséquences aujourd'hui. Nous souhaitons en fait réinvestir l'espace public martiniquais en proposant des échanges ouverts et des ateliers pratiques aux Martiniquais. La fabrique décoloniale, c'est une invention à fabriquer ensemble, à faire, à se réinventer, mais également à résister autrement. En associant le mot fabrique au mot décolonial, nous voulions insister sur la nécessité de réinventer notre société, de construire ensemble une société selon nos propres critères, la replacer dans notre histoire, notre contexte, dans notre nous-mêmes. Décoloniser n'est pas un mot vide de sens, ce n'est pas non plus un mot savant. C'est un mot qui s'inscrit dans la dimension complexe de nos territoires, de nos sociétés. Comment décentrer le regard, comment changer les normes imposées, comment repenser les espaces et les lieux, réinvestir nos lieux, comment transmettre tout cela aux générations à venir. Décoloniser, c'est vraiment déplacer le centre, c'est questionner la métropole dominante et c'est repenser son territoire. Donc, la fabrique se veut un espace créatif et qui invite les Martiniquais à adhérer à un projet commun de décolonisation. C'est une véritable entité qui regroupe des projets, des idées dans tous les domaines qui concernent les Martiniquais et Martiniquaises. Par exemple, les enjeux liés à la pollution à la chlordécone, à la gestion de l'eau, ou encore les inquiétudes concernant l'exode des jeunes ou le développement économique. Donc, par des rendez-vous réels et virtuels, tout au long de l'année, nous voulons favoriser les rencontres, mettre en relation savoir et savoir-faire, car en fait, leur association pour nous est indispensable. Nous voulons poursuivre
ensemble le processus de décolonisation, car ce qui compte, c'est ce qui nous concerne tous. Nous voulons véritablement, nous voulons en fait nous ancrer dans le mouvement décolonial qui est un mouvement mondial. En Europe, en Afrique, dans les Amériques, partout dans le monde, des peuples aspirent à poursuivre et à achever le processus de décolonisation, à redonner aux sociétés postcoloniales la capacité de réinvestir leurs espaces, d'affirmer leurs identités multiples. Nous ne sommes pas les seuls à aspirer à une véritable décolonisation culturelle et nous entendons la culture au sens très large. La culture, c'est l'expression du peuple, comment il danse, comment il chante, comment il pleure, c'est notre être au monde. Comment nous, Martiniquais et Martiniquaises, habitons le monde. Avec la Fabrique décoloniale, nous voulons habiter le monde autrement, comprendre notre histoire, nous réapproprier nos identités, explorer notre culture et décentrer notre regard. Au programme donc de cet événement inaugural aujourd'hui, nous avons choisi de proposer un premier rendez-vous aux Martiniquais sur la thématique « Renommer, déboulonner, débaptiser, cannibaliser et après ». Et nous avons choisi de proposer une table ronde entre artistes et praticiens de la culture, puisque nous entendrons Victor Anissé, Christine Aliquer, Valérie John et Ricardo Osier-Lafontaine. Ce sera aussi l'occasion pour eux de discuter de manière très concrète de leurs différentes approches face à l'héritage des symboles coloniaux et bien sûr de leur rapport au monde, de leur positionnement en tant qu'artistes ou en tant que politiques. Nous avons choisi aujourd'hui d'inaugurer la Fabrique avec une table ronde d'artistes parce qu'ils ont cette capacité à créer une réalité différente, à utiliser leur art pour faire surgir le tragique, pour sublimer. Nos artistes ont le pouvoir de mettre en lumière tous nos traumas, toutes les blessures de notre passé commun. Et ces artistes que nous avons choisis aujourd'hui sont des artistes qui ne décrivent pas une réalité exotique ou doudouiste. Ils choisissent de métamorphoser nos souffrances et nos blessures dans leur production. C'est tout ce mélange des dimensions historiques, politiques et artistiques que nous voulons mettre en exergue et nous invitons tous les Martiniquais à prendre part aux échanges aujourd'hui, car nous voulons instaurer un véritable dialogue constructif et ouvert à tous. Toutes les questions et commentaires sont possibles sur notre page Facebook, La Fabrique décoloniale. Vous pouvez poster vos commentaires en live, donc n'hésitez pas à prendre part aux échanges. Sans plus tarder, j'invite donc Zaka Toto à dire donc les propos introductifs pour introduire la thématique de la journée. Merci. Bonjour à tous. Donc Zaka Toto, je suis aussi un des membres fondateurs de la Fabrique décoloniale. Je suis le créateur d'une revue en ligne qui s'appelle Zist, qui existe depuis 2 ans et demi maintenant, qui essaye de rassembler autour d'un projet éditorial des auteurs, des artistes, des essayistes, des chercheurs à partir de la Martinique, mais en liant toutes nos diasporas et en essayant de réfléchir sur le monde à partir de chez nous et de créer aussi, de dire le monde à partir de chez nous et en connectant avec d'autres espaces. Je vais aujourd'hui faire une petite introduction sur la problématique du sujet du jour, en essayant peut-être de piquer un peu, donc j'espère que vous n'allez pas vous attarder seulement à cela, mais en essayant surtout de montrer pourquoi finalement nous avons choisi de commencer par cet événement. En août 2017, à Charleston, en Virginie, aux États-Unis, il y a eu des manifestations et des contre-manifestations autour de la question d'une statue de général confédéré qui trônait au centre de la ville. Et ces manifestations et ces contre-manifestations ont abouti à la mort d'une jeune femme. Ces événements ont été massivement télévisés et partagés de par le monde. Et cela a réveillé une question forte
sur la question de l'héritage raciste, de l'héritage impérial, de l'héritage colonial dans le monde. Il y a eu des déboulonnages depuis 3 ans, ou des actions qui ont été prises depuis 3 ans aux États-Unis, à Londres, en Angleterre, au Sénégal, à Barbade, à Paris. Et chez nous, donc. Et nous, est-ce que nous avions jamais fait ce travail? Est-ce que nous avons attendu 2020 pour découvrir que cette problématique existait? Et il semblerait que la réponse était bien sûr que non. La statue de Dinambuc ne trônait pas toujours sur le front de mer de Fort-de-France, la capitale de la Martinique. La statue de Victor Schellcher, celle qui était en face du tribunal, hideusement paternaliste, devant le palais de justice, n'était-elle pas toujours là? N'y avait-il pas toujours cette statue de Joséphine avec sa tête découpée? Comment? La statue de l'impératrice des Français avait la tête découpée depuis 30 ans en Martinique, à 20 mètres à peine de la préfecture, donc du siège de l'ancien palais du gouverneur et le siège actuel de la représentation républicaine en Martinique, et ça ne dérangeait personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute cette année 2020, il semblait que chercher à savoir ce qui s'était déroulé chez nous importait peu. Il ne s'était rien passé même. C'est en cette année 2020 que pour la première fois, des gens ont agi et ont eu le courage d'agir. Ceci, je l'ai vu, je l'ai lu, je l'ai entendu. Et ça m'a gêné. Il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer. Mais un peuple sans mémoire de ses luttes et de ses combats ne peut pas gagner. Il ne peut pas déterminer qui il est et où il doit aller. Et qui il est dans ses côtés positifs, ses côtés négatifs, dans ses contradictions aussi. Je ne parle pas d'histoire mythologique, tellement lointaine qu'elle en devient abstraite. Je parle de choses concrètes, je parle de choses réelles, et je parle de choses toujours vivantes. Il y a 30 ans, les gens qui ont agi, les gens qui ont vu, les gens qui savent ce qui s'est passé sont toujours vivants. Et quelque part, ça dit quelque chose de nous. Avec les générations et l'évolution de notre société, cet écartèlement de notre lien social, de ces paroles partagées, de ces lieux et de ces moments où ces paroles étaient partagées, quelque chose s'est perdu, quelque chose de fondamental. Parce que cette statue de Joséphine, découpée avec du sang versé sur son corps depuis 1991, disait que nous n'avions attendu personne. Et cette décapitation n'était pas le seul acte de conquête ou de reconquête de nos lieux, de nos corps, de notre destinée. Il y a des marqueurs partout en Martinique. Il suffit de regarder. Et il faut vouloir voir. Il y a une vingtaine de monuments dédiés à la mémoire de l'esclavage et à l'histoire de l'esclavage en Martinique. Au Lamentin, au Diamant, au Trois-Îlets, au Saint-Esprit, à Fort-de-France, au Lamentin encore, à Rivière-Pilote, à Schellcher aussi. Ville de droite, des villes de gauche. Partout ou presque. Cela ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Cela ne veut pas dire que la mémoire de l'esclavage et de ce qui s'y est passé est acceptée de tous. Et forcément, parce qu'elle est complexe. Mais c'est un travail qui est permanent, c'est un travail que nous devons toujours faire. Mais c'est un travail aussi qui fut fait et qui mérite d'être retenu, mentionné, célébré, afin de savoir ce que nous allons faire après. Nous sommes très orgueilleux. Nous sommes aussi très critiques de nous-mêmes. On a parfois l'impression dans certains échanges et conversations que les Martiniquais sont les aliénés de la terre. Ah bon? Nous souffrons peut-être que la parole de nos génies, dont les textes ont traversé le monde, n'est-ce pas, parce que notre situation rejoignait tellement d'autres situations et de conditions, nous ont encastrés et figés dans une vision de nous-mêmes. Les hommes et les femmes de ce pays ne sont pas des gens malades qui ont besoin de thérapie de choc pour être réveillés. Pourtant, cette statue décapitée et les autres disent autre chose de nous, que nous ne sommes pas si fondamentalement faibles ou poltrons, que nous réfléchissons, que nous agissons, que nous créons là où il n'y a rien. Cet événement se nomme renommé, déboulonné, débaptisé, cannibalisé. Il liste toutes les formes d'action collective, personnelle, artistique, militante, politique qui ont eu lieu en Martinique depuis plusieurs décennies. Elle liste les modes d'action possibles aussi pour notre présent. Déboulonné, comme la statue de Dinambuc et celle de Schellcher cette année par l'action des militants. Débaptisé et renommé, comme de nombreux lieux en Martinique, notamment à Fort-de-France, via ce cannibalisme urbain
qu'a pratiqué Aimé Césaire et son conseil dans une idée de ce que serait une grande ville afro-diasporique qui veut créer sa place symbolique dans le monde. Cannibalisée encore, de manière esthétique, de manière artistique, comme le travail de Coco sous la porte du tricentenaire, ou même la décapitation de Joséphine par les Ishtelga. Et une dernière question, auquel nous ne pourrons peut-être pas répondre de manière définitive aujourd'hui. Cette question, c'est « et après ?» Une fois que nous aurons fait tout ça, parfaitement, dans toutes les rues, places, allées, écoles, lieux de pouvoir, lieux symboliques de Martinique, que nous aurons tout renommé, que nous aurons fait les bons choix, disons, est-ce que la situation sociale, économique, culturelle, politique de la Martinique aura changé comme par magie? Je n'ai pas de réponse toute faite, mais c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour l'art ou les fabriquer ensemble. Alors je tiens à remercier nos invités du jour, les invités du panel, ceux qui ont pu être là en présentiel, ceux qui nous suivent sur Internet, sur Twitter, sur YouTube. Nous allons découper l'événement de la journée en plusieurs parties. Malheureusement, Victor Alicet n'a pas pu être présent aujourd'hui. Nous avons donc dû enregistrer une interview de sa part. Je suis désolé, le masque continue de tomber. Nous avons donc enregistré une interview notamment sur la question des commissions mémorielles. Je vois qu'il participe à celle de la ville de Shellshare, sur sa vision des choses et sur comment il les considère, mais aussi sur son travail qui a été fait sur la fresque qui se trouve juste derrière la statue de Shellshare qui a été détruite sur la place de Shellshare, fresque qu'il a réalisée en 1986 déjà, et dont il va vous expliquer la genèse. Alors nous allons projeter dans la salle cette vidéo, mais vous pouvez la suivre. Nous avons partagé le lien sur tous nos réseaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Vous pourrez mieux entendre cette vidéo sur un lien YouTube que nous avons partagé via la Fabrique des Coloniales. Voilà. Et Shellshare, c'était en 1986, je crois. Ah ouais? Ouais. C'était au moment, en 2006, j'ai fait... 1986? Pourquoi ça te choque? Là. Déjà, aussi loin? Oui, ça fait... Oui. Ah ouais. Et puis, c'est en 2006, j'ai fait la cathédrale. D'accord. Tu vois, après, 10 ans après. Hein? Mais Allemand était derrière tout ça, tu vois, il était qu'un témoin, en pile. Mais il n'avait pas de moyens. À partir du moment où je pouvais payer les transports, des trucs, j'ai fait ça en France, dans le Var, chez un copain basque. Et puis après, on a ramené ici, on a posé. Hein. Moi, je ne pouvais pas faire ça ici. Quand j'avais l'atelier, et avec l'atelier de Rivière-Salée, j'ai pu faire le mur de Fond-Laillé. Et j'ai fait les trucs de l'église. Mais le mur là, c'était avec de la lave, bloc de lave, et il me fallait que ça fait comme 33 mètres carrés. Et puis moi je voulais faire quelque chose de très particulier. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien c'est la Martinique, depuis l'arrivée des esclaves, avec les Amérindiens qui sont là, et jusqu'à la liberté quand l'esclave s'en va. Alors quand tu lis ça, sur le soubassement, le soubassement est amérindien. Tu vois, tout est amérindien. Et puis la culture se pose dessus. Sur le support amérindien. Mais de chaque côté du mur, on ne voit pas très bien. Mais quand tu regardes de près, tu verras, il y a des arcs et des petites flèches. C'est à l'honneur de la Nakaona. Parce que c'est pas fait avoir facilement. C'est avec des petites flèches empoisonnées qu'elle a pu se passer pendant plus de siècles. Parce que ça s'est pas bien passé, hein. Il ne faut pas que les gens croient. Le choc des deux mondes-là, ça s'est pas passé gentiment. Ils se sont défendus, hein, les Amérindiens. Mais ils avaient que des petites flèches empoisonnées. Et ils ont tenu. C'est pourquoi on m'a dit qu'on nous sommes tous des Amérindiens. Alors, au début, on m'avait fait goûter que ça, la grosseur de ma tête, 9 centimes. Qui ça m'en bâtonne? Hein? On dit, on va dire, Amérindien, nous sommes tous Amérindiens. Alors, soumettez-moi dans le problème. On va dire, moi, Amérindien, nous sommes tous. L'idée est bonne. Alors, bon, et puis, au milieu, tu as l'arrivée des esclaves, quand tu regardes bien, c'est dommage, c'est pas... Ah, mais mon nid là. Voilà. C'est ça, on va dire, on va beaucoup, on va miser beaucoup. Et un 17, quand même.
un grenouille con. Il n'y a pas tout là-dessus. Et toi, tu as ça. Voilà la fresque. Il manque simplement la porte. Tu n'as pas les signes en bas, amérindiens, surtout en bas là. Ouais, ça fait. Et sur le côté là, il y a les signes qui évoquent Anacaona. Et donc tu as l'arrivée des Amérindiens, des esclaves, tu vois, les esclaves qui arrivent. Il y a la révolte, et ils cassent la chaîne. Tu vois, la chaîne est là, symbolisant. Et après, une fois la chaîne cassée, celui-là s'en va avec la liberté. Mais la liberté, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu fais avec la liberté? C'est la charge du marron qui est parti. Mais quand tu analyses cette image-là, tu as en haut les révoltes, avec les coups là, le truc ce qu'ils avaient, et sous la chaîne, ce sont des morceaux de corps. Ce sont des morceaux de corps des colonisateurs. Tu ne vois jamais un corps en entier. Tu vois, c'est coupé. Mais c'est une petite maquette, tu vois, c'est travaillé, c'est tout petit. Et puis, tu as ici, là, tu as la symbolique du viol. Le viol. Tu vois, c'est un sexe qui fait à peu près 1 mètre de long. Tu vois, qui symbolise, et là-dessus. Et au même titre qu'ils nous ont violés, nous on peut les violer aussi. Tu vois. Donc, il y a ça là-dessus. Et puis, c'est quand tu regardes de près, tu verras des trucs, voilà, grosso modo. Mais c'est des morceaux, un morceau de jambe, tu vas avoir un orteil, un talon, tout ce que tu veux, qui sont... Là, c'est très simplifié, puisque c'est tout petit, je ne peux pas faire tout. Mais c'est ça le mur. Mais pourquoi tu as choisi de mettre ça justement derrière la statue de Chelcher? Alors, on y va. Le problème, c'est qu'Allemand est l'autre des couillons, on avait dit autres. Césaire lui a fait classe au lycée, Allemand. Il a bien retenu. Un jour, il vient à la maison. Mon épouse connaît bien son épouse. Et donc, il vient des fois il venait ici, comme il gardait à tout ça, m'a des cafés. Quand je suis arrivé ici en 84, alors, il me dit, bon, tu sais, Chelcher, on a donné le nom de Chelcher, moi je suis arrivé maire, il y a tout le nom, hein, moi. J'ai voulu donner le nom de Cazenavio, personne ne voulait, on a dit on garde Chelcher, on garde Chelcher. Et puis il me dit, tu peux pas donner une réponse à Chelcher? Une réponse. Il me dit, ah bon, Bougla. Mais on aimait rigoler, là. Il m'a dit, oh, ça va, ça va. Elle m'a dit, ouais, j'ai une idée. Je vais répondre à Chelcher. Mais, il nous faut trouver un texte. Et Césaire avait dit, en quelle année? Césaire avait dit que Chelcher avait lancé le branle de ça ne me revient pas exactement, je dois avoir ça sur mon cas, le branle tout de suite, mais Césaire dit en 45, il a dit, et en 45, il dit que l'impétuosité nègre fit le reste. C'est ça que Césaire écrit. Tu vois, j'ai écrit ça. Et l'autre partie là, ça, je me rends en tête bien. L'impétuosité nègre fit le reste. Là, je dis, eh bien bon, je vais répondre à ça. Et c'est là que j'ai mis la révolte, les stones, etc. Et à partir de là. Je vais faire, mais je ne vais pas faire pour plaire. Mon frère dit, non, je ne vais pas faire pour plaire. Hein. Non, parce que la majeure partie des révoltes, quand j'étais sous l'habitation, se passait la nuit. Et quand les gars brûlaient les champs de canne de Bali, et de Rinal et de Capi, et bien, mettre dans le café et moi, quand on m'a dit, Victor, viens-nous ça, on va brûler comme dans les grands fonds. On a dit, ah bon, on a sorti. Et puis nous, là, au loin, tu voyais le feu qui montait, et tu voyais les gars passer avec leur sébi, et puis sébi, hein. Mais tu voyais que des ombres. Tu voyais des ombres. Et ça a marqué enfant.
Qu'est-ce que tu penses de la commission culturelle, de la commission mémoire de Chelcher? Ah, c'est très utile. C'est plus qu'utile, tu ne peux pas t'imaginer. On verra après ce qu'on va faire avec. Mais c'est la première fois où tu as 17 personnes de tendances différentes et qui vont essayer d'aller jusqu'au bout. On n'a jamais vu ça. 17 personnes qui ne pensent pas la même chose. Tu as un indépendantiste, tu as un qui est autonomiste, tu as un qui n'a pas de truc, tu as un autre qui est... Tout ce que tu veux, tous, quand tu entends, si ouais, ou pas costaud, ou quand lever, quand tu as un coup de poing, pourquoi pas dire? Victor Anisset, peintre, sculpteur et céramiste. Il occupe une place toute singulière. Il est l'auteur d'une trentaine de réalisations céramiques installées dans l'espace public en Martinique, du bas-relief aux vitraux de la cathédrale de Saint-Pierre, des sculptures en métal, en béton, ainsi que d'une centaine d'œuvres picturales. Il a exposé à Cuba, en Corée du Sud, Taïwan, Seychelles, Allemagne, France, Grèce, Espagne, États-Unis. Victor Anisset est aussi membre de l'Académie internationale de la céramique. Il est récipiendaire de nombreuses récompenses. C'est important de savoir que nos artistes martiniquais sont reconnus au niveau international. Il est membre fondateur du groupe Fromager 1984, dont l'ambition était de créer une esthétique qui redessine la vision de soi dans la différence. Victor Anisset, ce qui ressort de son œuvre est le tissage des signes qu'il entend utiliser pour lier, délier, relier les paysages, à la manière de l'auteur cubain de la pensée archipélique, Antonio Benítez Rocro. Il cherche également à dire et montrer le chaos, la cacophonie du passage du milieu. Tout le sens, puisque le sens a été cannibalisé et est devenu silencieux dans nos mondes diasporiques. Donc Victor Anisset, la graphie de Victor Anisset se déploie, elle est foisonnante, multiple et discontinue. Nous avons tenu à partager avec vous cet entretien et qu'il a fait de manière très généreuse. Nous avons d'autres extraits que nous mettrons sur nos réseaux, la Fabrique décoloniale, mais la parole de Victor Anisset qui ouvre cette table ronde, nous le remercions. Je voudrais sans plus tarder présenter les autres invités de la table ronde qui va tout de suite commencer puisqu'il s'agit d'une discussion ouverte de façon à ce que la parole circule. Donc nous avons avec nous aujourd'hui, et vous avez vu que Victor Anisset a mentionné la commission Chelcher, la commission culture et patrimoine de Chelcher. Donc nous avons avec nous, donc juste à mes côtés, Madame Christine Aliker, élue de la ville de Chelcher en charge de la culture, militante, enseignante à la retraite. Nous avons également Ricardo Osier-Lafontaine, artiste martiniquais, alors éducateur spécialisé aussi auprès de l'enfance en danger. Les travaux de Ricardo Osier-Lafontaine combinent l'apprentissage et l'exploration des arts visuels et des percussions rituelles afro-caribéennes. Il a été particulièrement influencé par l'archéologie précolombienne. Son expression plastique se renouvelle au cours des dernières années et puise dans la singularité de son imaginaire. Dans sa pratique artistique, vous reconnaîtrez très facilement les œuvres de Ricardo Osier-Lafontaine, puisque vous avez certainement déjà vu des expositions avec ses œuvres en noir et blanc, et la spécificité du point rouge dont il nous parlera. Il retranscrit en fait les contours de sa topographie de l'en-dedans et il laisse s'exprimer les influences multiples qui animent sa création et qui, au travers de tracés bichromiques noir et blanc, révèlent des personnages hybrides issus de son imaginaire. Donc nous allons voir ensemble comment Ricardo Osier-Lafontaine explore l'en-dedans dans sa pratique artistique et comment il se positionne dans l'espace public martiniquais. Enfin, notre dernière invitée, Valérie John, nous avons l'honneur d'accueillir Madame John qui a étudié les arts plastiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui, en fait, a développé une véritable réflexion sur la mémoire et ses strates
le faire mémoire pour faire œuvre, la conquête d'une identité individuelle. Madame John a également fait du Sénégal son port d'attache, son espace de création. Elle est également enseignante, elle enseigne les arts plastiques à la Martinique, tout en continuant sa recherche à la fois plastique et esthétique. Madame John a d'ailleurs, donc les personnes qui sont avec nous en présentiel pourront découvrir son travail, puisque nous avons les catalogues, les beaux livres d'exposition que vous pourrez voir ici. Mais je voudrais tout de même mentionner qu'elle a exposé en France, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, à la Martinique, bien sûr, et dans la Caraïbe. Voyage dans mes silences, Tropicatrium, Caribbean Crossroads of the World à New York, également à Art Basel à Miami et Global Caribbean en Floride aux États-Unis. Donc c'est également le chevalier, elle est également chevalier de l'ordre des arts et lettres, nommé en 2015, et elle est officier de l'ordre des Palmes académiques en 2016. Donc vous voyez, nous avons un panel d'artistes et de politiques extrêmement actifs, et leur positionnement nous intéresse. Nous voulons véritablement voir avec eux comment ils se positionnent dans l'espace martiniquais. Alors tout d'abord, je voudrais inviter les... Alors je vais modérer cette... Je précise que je vais modérer cette table ronde avec Zaka Toto. Donc nous allons procéder par question, de façon à ce que la parole circule. J'espère qu'on m'entend bien. Je voudrais commencer par avoir vos réactions, par entendre vos réactions par rapport au témoignage de Victor Anissé. Est-ce qu'on pourrait commencer par Madame Alors, bonjour, je suis très contente d'être là. Je serai peut-être la JT du coin, mais je n'ai pas entendu toute toute l'interview ou bien toute la déclaration de Victor, mais je dois avouer que Victor Anissé est un artiste qui vit à Chelcher. Il revendique ses origines marigotines, mais enfin, nous l'avons récupéré. Et je répète, nous l'avons récupéré à son grand dame. Et il est vrai que nous sommes toujours, en ce qui me concerne, je suis toujours satisfaite et surtout admirative de ce travail qu'il a fait et qu'il réalise toujours. Victor Anissé, c'est quelqu'un qui a fréquenté de très près Édouard Glissant et qui a une vision du monde qui est très proche de la sienne et qui aussi quelque part nous sert de fer de lance, en tout cas en ce qui me concerne. Je suis surtout très fière aussi que le lycée du Nord Caraïbe, le lycée du Nord Caraïbe, le lycée qui est installé, qui s'appelait précédemment St. James, porte actuellement son nom. Pour moi, il s'agit enfin de commencement de reconnaissance de nos artistes et surtout à la personne de Victor Anissé qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a exposé partout. Et Victor Anissé a une approche extrêmement logique en tout cas pour les discussions que j'ai eues avec lui, je n'ai pas entendu toute son interview tout à l'heure parce que je suis arrivée en retard, mes obligations d'élu m'ayant maintenu des minutes supplémentaires à Chelcher. Je suis arrivée donc en retard, je n'ai pas tout entendu. En tout cas, je suis persuadée qu'il a dû répéter ce qu'il dit à l'envie. Respect du travail, respect de la pensée des jeunes, respect parce que chacun doit porter sa pierre à l'édifice. Et lui, quelque part, il l'a tellement porté, il la porte toujours, que je vous assure qu'il s'agit d'un débat permanent avec lui. Et il est toujours en quête de. C'est un véritable artiste, il n'est pas figé. Il est toujours en quête de, et cela, nous devons absolument le remercier et l'apprécier pour ça. Voilà. Alors, Valérie John, je vais rebondir à un des propos de Madame Aliker, puisque effectivement, je suis membre de la communauté du lycée Victor Anissé, et c'est vrai que quand je suis revenue à l'éducation nationale et nommée, affectée
dans ce lycée qui était effectivement le lycée Saint-James, il m'a semblé fondamental, dans un lycée qui se voulait lycée du numérique et du design, donc un lycée positionné véritablement dans le domaine de la création et donc de la fabrique d'une œuvre. Il me semble important de territorialiser cet espace-là. À savoir, renommer n'est pas anodin. Rebaptiser n'est pas quelque chose d'anodin non plus. Sachant que, je dirais, je suis de la génération de ceux qui sont partis faire leurs études dans les années 80, 81 plus précisément. À l'époque, il n'y avait pas d'école d'art en Martinique. Et il me semble important d'inscrire cette dénomination du lycée dans cette espèce de filiation à un lieu, à un territoire. Si l'idée était de devenir artiste, chercheur et surtout engagé au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire que c'est toujours ces trois paradigmes qui m'interpellaient quand j'ai quitté la Martinique. Faire œuvre, soit, faire œuvre comment, soit, pour qui, pourquoi. Et surtout, pourquoi revenir. Tout ça s'inscrit véritablement, alors je me reprends, partir faire ses études en 81, sans espace véritablement d'apprentissage autour de l'art, du design, de cette fabrique de quelque chose qui nous définit. L'école d'art voit le jour effectivement dans les années 84. Je suis presque en fin d'une première étape de mon travail d'étudiante. Et ce n'est pas anodin que cette école se fonde véritablement avec les membres de ce groupe fromager. Je suis à Paris et je réalise que je fais partie d'une histoire de l'art. C'est-à-dire qu'il se passe un déclic. Je me dis effectivement, je suis en train d'apprendre le modèle occidental, bien propre, bien net, bien classique. Pourquoi et quoi faire avec ça? Je réalise effectivement que j'appartiens à un espace, à un territoire, à une filiation, à quelque chose qui va véritablement me construire, qui devrait m'avoir construit. Mais en fin de compte, je réalise que dans tout mon parcours scolaire, on m'a très peu appris l'histoire du lieu Martinique et l'histoire de la fabrique de ce lieu, l'histoire véritablement de ce qu'on peut appeler la poétique du lieu, cette esthétique particulière que l'on apprend petit à petit à nommer, à renommer, à faire sens. Donc effectivement, je vais dans un premier temps me réapproprier cette histoire de l'art, comprendre qu'effectivement, nous avons une histoire. Cette histoire commence véritablement à se positionner dans le temps. Il y a des dates clés et je vais comme ça, tout en effectivement apprenant dans une école parfaitement dogmatique, occidentale, avec des codes d'apprentissage bien précis, qui me nourrissent aussi, hein, je ne faut pas tout jeter. Je vais me poser cette question-là, à quelle histoire j'appartiens? À quelle histoire du monde je dois véritablement, dans quoi je dois m'inscrire? Et effectivement, à un moment donné, justement dans cette année 84, je décide de faire un break au moment où je dois chercher un sujet de recherche. Je me dis effectivement, tu es une très bonne étudiante, mais tu es une étudiante sans couleur, sans saveur, sans piment, sans sel, sans dombré, sans effectivement le non-non de ton lieu. Se pose la question de comment faire œuvre à partir de cette espèce de questionnement qui me bouillonne. On me propose de travailler sur des personnes qui m'intéressaient quand j'étais étudiante, mais ce n'est pas ça. Pourquoi faire un travail de recherche si ce n'est pas pour me sédimenter, si ce n'est pas pour éclairer, si ce n'est pas pour construire un propos qui va permettre à d'autres de construire aussi leurs propos. Donc je vais faire ce break et je vais décider de me mettre en situation de voyage, en situation d'errance, en situation de tout perdre
c'est-à-dire de tout arrêter pour reconquérir quelque chose, pour véritablement me reconstruire. Je vais replonger dans la littérature de mon lieu. Je vais replonger dans cette histoire du lieu. Je vais comprendre qu'effectivement, il y a eu l'atelier 45, qu'il y a des mots et des termes qui sont posés à ce moment-là, qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont commencer à se poser des questions comme peindre pour qui et par qui, quoi représenter, comment le représenter, qu'il y a eu après ça les gens du groupe fromager, les gens d'autres personnes qui ont effectivement construit, je dirais, leurs propos, leur esthétique, et que j'ai la chance d'arriver après tout cela. C'est-à-dire que je ne parle pas de rien. Je ne suis pas véritablement quelqu'un qui part véritablement d'une espèce de béance. Et je réalise ça loin de mon pays. C'est-à-dire que peut-être que si je n'étais pas parti faire ces études-là, je ne me serais jamais posé cette question-là. Et c'est ça qui m'a effectivement taraudé pour me dire qu'il faut effectivement s'engager. Et l'engagement d'enseigner, c'est un acte politique pour moi. C'est-à-dire, pour qui enseigner? Pourquoi enseigner? Et enseigner avec quoi? Donc, la dénomination et rebaptiser ce fameux lycée éminemment positionné dans l'esthétique me semblait fondamental. Donc, pour moi, à la fois ce travail de recherche personnelle, ce travail d'identité plastique, pour moi, il est aussi important que des jeunes venant de partout, puisque ce lycée-là enseigne des matières par singulière, des filières singulières. Nous avons des étudiants qui viennent de la Guyane, qui viennent de la Guadeloupe, qui viennent même de la France hexagonale, pour construire un propos autour du design et de la création. Il me semblait important de positionner véritablement cet espace d'apprentissage, qui est sur un territoire important. Saint-Pierre n'est pas anodin. Et j'ai trouvé que pour une fois, ils avaient fait sens jusqu'au bout. C'est une ville d'art et d'histoire. C'est une ville nous sommes sur un territoire singulier, avec tout un travail autour de la mémoire qui façonne dans leur chair les personnes de ce territoire-là. Et il me semblait important que quelqu'un comme Victor Anissé, qui est véritablement pour moi à la fois un plasticien, mais un designer, c'est un céramiste, c'est un potier, c'est quelqu'un qui travaille à partir du feu. Ça me semblait important que toute personne venant étudier le design en Martinique, ce n'est pas anodin, sache véritablement dans quoi il s'engage. Donc, effectivement, être positionné tout en étant ouvert au monde. Et je crois que ça, c'est notre chance. Nous avons cette capacité de pouvoir être ancrés, campés, tout en étant ouverts. Et il y a un mot qui, dans tout mon travail, me semble important, c'est le mot de palimpseste. Il m'a semblé que le jour où j'ai rencontré ce mot, il m'a mise debout. Parce que j'ai compris que je ne pourrais pas effacer toute mon histoire, toute ma filiation familiale, toute ma filiation historique, esthétique, mais qu'en tant que créateur, il me fallait me construire aussi et apporter au monde quelque chose de nouveau. Alors, on aura le temps d'en reparler, je suppose, puisque toute la question était faire œuvre à partir de quoi? Voilà. Bonjour. Voilà. Non, je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que je pense qu'on est dans un tournant dans l'histoire du pays Martinique et que c'est le moment de se poser pour réfléchir ensemble et bâtir quelque chose. Alors je dis bien quelque chose parce que c'est tellement vaste que finalement je ne veux pas identifier la chose. Mais bon, on peut penser à un projet, on peut penser à la culture, à la politique, à plein de choses. Donc merci en tout cas de m'avoir sollicité, je le prends comme une marque d'estime et de considération pour mon travail et mon pays aussi. Pour revenir à Victor Anissé, souvent dans ma pratique, j'essaie de penser et pourquoi je crée, comment je crée et qu'est-ce qui fait que je produis ce que je produis. Et souvent revient la question d'affiliation, la question d'héritage,
et aussi de la continuité du travail des moins jeunes, et on les appelle les MAPIPI. Donc très souvent je fais le lien avec leurs propres pratiques, et j'ai la chance de les connaître. Donc c'est super pour ceux qui sont vivants, Victor, Valérie, John, Ernest Boller, Christian Bertin, René Louise, voilà. Ce sont tous aussi un peu des amis. Donc, du coup, ça me permet de faire un travail de synthèse aussi, un peu un hommage à toutes ces traces laissées. Et Victor fait partie de ces artistes qui ont laissé un héritage qui est monumental. Et aujourd'hui, je pense que c'est un héritage qui est tellement puissant, au même titre que l'héritage des autres, dont Valérie John, qui, je le rappelle, a été l'une des premières femmes agrégées en art. C'est très important, surtout pour une femme dans notre histoire antillaise. Valérie est très humble, donc elle n'en parle jamais, mais bon, j'ai profité de l'occasion pour le dire. Donc elle a aussi, avec Victor, ils ont aussi façonné une esthétique. Et ça, c'est très important. Moi, je pense qu'on a des choses, des traits d'une esthétique propre à la Martinique, aux Antilles aussi. Et c'est une esthétique qui aussi ne touche pas que les arts visuels. Elle touche aussi la musique, la danse, une façon de parler, une façon de dire, une façon de penser là aussi, de chanter, de plein de choses. Et aujourd'hui, en fait, je pense aussi que cette esthétique est en danger. Lorsque j'ai été à l'exposition de Victor Anisset mardi dernier à l'Atrium, je me suis rendu compte que c'était important de montrer son travail. Alors il y a des pièces que je connaissais parce que j'ai eu la chance d'aller dans son atelier, mais c'est important de montrer. C'est important que ces artistes continuent à avoir de la visibilité. C'est important que Valérie John continue à nous dire les choses, continue à montrer son travail, et que les institutions aussi continuent à permettre que cette visibilité perdure. Et en fait, l'esthétique est en danger. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Je le dis assez souvent, il y a des enfants aujourd'hui qui ne connaissent pas Jocelyne Béroir. Il y a des enfants qui ne connaissent pas Kassab. Vous vous rendez compte? Là, des enfants de 12 ans aujourd'hui, 12-15 ans qui ne connaissent pas Kassab, ne connaissent pas Jocelyne Béroir, des enfants qui des fois n'ont jamais voyagé. Il y a des enfants qui ne connaissent pas Mona. C'est comme si un petit Anglais ne connaissait pas les Beatles. C'est incroyable. Vous vous rendez compte, petit Anglais ne connaît pas les Beatles, il y a un problème. Ben, je ne suis pas persuadé forcément que le petit Anglais ne connaisse pas les Beatles. Voilà. Donc en réalité, je pense qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer, et ça me rassure de voir aussi qu'il y a des intellectuels, il y a des jeunes, il y a des associations qui se montrent pour pouvoir se poser et pour essayer de rattraper les choses et bâtir, voilà, peut-être ce que je ne voulais pas définir tout à l'heure. Alors, je vais peut-être vous demander... c'est bon, on m'entend? Ça marche? Alors, c'est très intéressant parce que finalement, on est rentré tout de suite dans le vif du débat. Et c'est intéressant qu'un de nos intervenants ait eu un lieu nommé en son nom, et que cela traduisait une volonté finalement du corps social à Martinique de façonner sa destinée, de dire qui sont ceux qui sont partis d'ici, qui sont les figures importantes d'ici, que finalement, je crois que par exemple, les alternatives pour le lycée Victor Anisset, c'était Van Gogh. Alors il y avait Van Gogh, il y avait Stark. Voilà, Van Gogh, Stark. Je ne sais plus, il y a eu au moins 9 propositions, parce que nous sommes quand même Nous sommes un lieu prompt à l'hétérogénéité, donc hétérogénéité aussi au niveau de la pensée, et le corps enseignant est façonné de personnes d'horizons, d'origines très diverses, d'histoires très diverses, et ce choix n'a pas été simple. Il a fallu mettre en place plusieurs séminaires sur la question du nom, de baptiser ou débaptiser ou rebaptiser, l'inscription dans l'espace, c'est-à-dire quel signe, c'est-à-dire donner un nom, c'est se signifier. Donc, il a fallu, je dirais, batailler, mettre en place, mais c'est intéressant, parce que ça montre bien que le choix n'a pas été comme ça.
il a fallu véritablement expliquer, faire découvrir, et c'était quand même assez, tu as dit quelque chose d'important, les jeunes de 12 ans ne savent pas qui sont Eugène Mona, Kassab, etc. Mais si le jeune de 12 ans ne sait pas, c'est qu'aucun adulte ne lui a dit. C'est-à-dire que dans un espace éminemment culturel, qui est un lycée du design, dites-vous bien qu'il a fallu faire de la pédagogie pour expliquer pourquoi certains enseignants souhaitaient que ça soit Victor Anissé. Et que Victor Anissé allait véritablement nous ouvrir la porte, nous ouvrir les portes du monde. C'est-à-dire que donner un nom éminemment martiniquais, quelqu'un qui effectivement a été récupéré par Schellcher, mais qui est éminemment du Grand Nord, nous semblait important. Surtout qu'il faisait partie, et c'est cette chance que nous avons en Martinique, notre histoire de l'art, elle est vivante. Nous avons à la fois notre passé et notre présent en termes d'esthétique dans un même espace. L'histoire, c'est ça qui est paradoxal ici. C'est-à-dire que notre histoire de l'art, les gens de l'atelier 45, le dernier est mort il y a peut-être 4 ans. Donc, on avait toute l'arborescence de notre histoire visible et perceptible dans un espace. Donc, comment faire admettre à une communauté que donner un nom n'est pas quelque chose d'anodin et que le nom seulement façonne. En Afrique, on te dit, quand tu donnes un nom à un enfant, tu donnes 40 éléments de cette personne, 40 éléments qui vont caractériser cette personne. C'est-à-dire que quand tu nommes, tu vas voir se dresser toutes les personnes qui ont porté ce nom-là. Donc, nommer n'est pas simple. Et nommer en même temps, c'est apporter une charge à cette personne qui est surtout vivante. Donc, est-ce que moi j'ai envie le matin de me lever pour aller dans le lycée de Stark? Je ne pense pas. Honnêtement. Est-ce que j'ai envie d'aller... Ok, non. Qu'est-ce qui va permettre à un jeune Martiniquais, tu te demandes même pourquoi il a décidé de faire des études d'art, des études de design, alors que chez lui, il n'y a même pas un tableau sur le mur, il n'y a pas des parents qui l'ont emmené voir une exposition. Comment est-ce qu'il va effectivement s'adouber à quelque chose et se mettre debout et dire « je veux devenir designer et je veux monter jusqu'à Saint-Pierre pour être designer ». C'est ça. Parce que ça serait très simple de dire « je n'ai eu ce lycée à Port-de-France ». Ça coulait de source. On le positionne là, en dessous du volcan. Donc si je monte jusqu'à Saint-Pierre, il est intéressant de monter jusqu'au lycée Victor Anissé. Donc, véritablement, je charge la mule. Je charge. C'est ça aussi, c'est charger le lieu. Le nourrir. C'est toujours mon histoire de palimpseste. Et le lycée, pour moi, se construit comme une œuvre de Victor Anissé. C'est-à-dire qu'il est composite, il est fait de strass, il est fait de symboles. Et il est fait justement de cette hétérogénéité-là. Ce n'est pas parce qu'on a donné le nom du lycée Victor Anissé que les autres personnes ne doivent pas se sentir chez eux, même s'ils viennent d'ailleurs. Au contraire, ils rentrent, je dirais, ils mettent les pas dans une histoire du lieu. Mais Victor Anissé dit bien qu'il est bien campé ici, mais il est ouvert sur le monde. Et ça a toujours été son credo. Et c'est surtout pour ça qu'il me semble important que le lycée porte ce nom-là. Alors, je vais te poser une question rapide. Qu'est-ce que palimpseste et qu'est-ce que lieu palimpseste? Comme ça, on va voilà. Alors, c'est vrai que bon, quand on fait un travail de recherche, il faut véritablement trouver des mots qui vont devenir des mots, les mots de la fabrique de l'œuvre, puisque je suis plasticien. Et là, je vais parler en tant que plasticienne,
puisque c'est un mot qui se retrouve et véritablement et que j'ai, je dirais, nourri comme véritablement un terme opératoire dans la fabrique de mon travail. Le palimpseste, c'est véritablement cet objet que j'ai rencontré dans mes pérégrinations, c'est-à-dire cet espace sur lequel on apprend. Alors, pour vous donner une image, un objet palimpseste par excellence, c'est la tablette sur laquelle on apprend à lire le Coran. C'est cet espace où on va spalmodier, réécrire inlassablement les versets du Coran, écrits à l'encre de Chine sur cette tablette de bois. On va tenter d'effacer le dernier verset écrit, mais il reste toujours des traces. Et les traces, petit à petit, vont toujours être là pour sédimenter, enrichir la dernière écriture qui est placée dans l'instant. Et pour moi, il me semblait que c'était une interrogation pour moi. Est-ce que moi, pour pouvoir me bâtir, je dois tout jeter? Je dois renier les études que j'ai faites à Paris, tous les enseignants qui m'ont apporté un savoir depuis la maternelle jusqu'au lycée? Est-ce que je dois jeter tout ça parce que véritablement je veux me poser la question de quelle identité plastique je pourrais avoir pour dire ce que je suis et construire un propos qui me soit propre? C'est-à-dire comment bâtir une œuvre en me positionnant, en me questionnant sur ce savoir que j'ai eu. Est-ce que je vais aller à la bataille avec les armes de l'autre? Donc, faire une œuvre, entre guillemets, palimpseste, c'est faire une œuvre qui va véritablement être stratifiée de toutes les mémoires qui m'ont traversé. C'est-à-dire que je ne jette rien, j'additionne, j'annule, je cannibalise d'une certaine manière. C'est-à-dire que je digère la chose et je fais avec cette chose-là du neuf, du nouveau. Je crée ce qu'on appelle le choc de la création. Et c'est ça qui me semble important. Donc, trouver ce mot-là aussi, ça a été pour moi quelque chose d'important. Donc, oui. C'est très intéressant, madame. Vraiment, je trouve ça passionnant, le palimpseste, effectivement la réécriture, et c'est fondamental dans le contexte de la manifestation qu'on a aujourd'hui sur l'importance du lieu. Je ne suis pas sûre que mon micro fonctionne bien. L'importance du lieu, renommé, rebaptisé, déboulonné. Est-ce qu'il faut déboulonner ou est-ce que finalement on va préférer une vision du palimpseste, donc de la réécriture du lieu, le renommer, se le réapproprier? Donc ce sont toutes ces questions-là qu'on voudrait voir avec vous, et c'est vrai que dans votre art, la vision du palimpseste est fondamentale. Je voudrais revenir aussi donc sur le rôle de l'artiste dans la cité, mais également le rôle du politique dans la cité. Parce qu'ici, on a des artistes et on a aussi une représentante donc politique quand même, donc au niveau de la ville de Schœlcher. Et je voudrais revenir à Madame Aliker, puis à Ricardo Lafontaine, pour savoir, au niveau de la transmission, alors il y a vraiment deux points qui sont fondamentaux. Tout d'abord, la transmission au niveau donc de l'art pour les générations à venir. Si on parle de décolonisation culturelle, on parle de décoloniser les espaces. Donc on parle de transmettre autrement, on parle de résister par la transmission, et ça c'est vraiment ce que la Fabrique décoloniale cherche à faire, se positionner sur ces éléments de décolonisation culturelle. Donc, à la ville de Schœlcher, par exemple, Madame Aliker, quelles sont les stratégies pour, d'une part, permettre la transmission de cet art, de voir l'art autrement? Madame John disait, oui, le jeune Martiniquais qui n'a même pas un tableau, par exemple. Est-ce qu'il y a une transmission qui se fait pour les générations futures de façon à ce que les Martiniquais connaissent leurs artistes?
Et est-ce que également il y a une stratégie, et ça c'est aussi pour Ricardo Osier-Lafontaine, est-ce que vous avez des stratégies pour mettre votre art, pour rendre votre art accessible? C'est-à-dire, est-ce que vos expositions se limitent à des expositions dans des musées, ou est-ce que vous êtes prêt à les emmener dans les mornes, dans les bourgs? Est-ce qu'on peut penser à des expositions en plein air? C'est vraiment ce que la Fabrique décoloniale voudrait faire. Donc je commence avec Madame Aliker, j'espère que ma question a été claire. Très bien. Alors je vais, c'est peut-être un peu longue, on va reprendre la jeunesse de l'affaire. Vous êtes aussi bien, nous tous, nous sommes bien placés ici pour savoir les difficultés qu'il y a pour que nous, Martiniquais, nous approprions ce qu'on appelle l'art, le menton, la peinture, la musique, les choses qui nous touchent particulièrement parce que nous avons tendance à nous tourner vers l'autre et pendant des années, on nous a appris, on nous a inculqué un peu, on nous a distillé un venin, nous expliquant que, insidieusement, que tout ce qui venait de chez nous partait bon. C'est-à-dire, nous ne connaissions pas nos artistes, nous ne savions même pas nous avions des artistes peintres, nous ne savions même pas que nous avions des gens qui créaient, et je dois pour cela revenir ne serait-ce qu'avec Coco, René Corail, qui quelque part pendant des années était décrié parce qu'on le prenait pour un fou. Dès qu'il s'agit d'un artiste, on le fait passer pour un fou, pour un malade, parce qu'il n'est pas dans les clous. Alors comment moi, en ce qui me concerne, alors je dois préciser que je suis très attachée à la notion de culture et par voie de conséquence, pour moi, un individu qui ne prend pas conscience de ce que j'appelle de cette culture qui est façonnée, qu'on le présente avec des arts différents, il ne sait même pas qu'il existe et on a un gros travail à faire dessus. Vous savez très bien dans quel état sont nos têtes. Dans quel état sont nos têtes. C'est-à-dire que nous à bord, nous pas à bord, nous d'accord, nous pas d'accord, parce que je répète qu'on nous a appris pendant des années que finalement, nos soi-disant artistes, entre guillemets, parce qu'on s'est contenté de nous dire que notre art, c'était map danser si podium. C'est-à-dire, je monte, je chante, je fais un peu de musique, et je m'arrête là. Et quelle musique? Celle qui vient d'ailleurs, la nôtre étant fortement décriée. Vous imaginez bien, comme vient de dire Madame John, quel Martiniquais avait chez lui un tableau, quelque chose qui pourrait éventuellement venir de chez nous. Nous sommes tous, ceux qui sont partis en tout cas, et même les autres, par le biais des télévisions privées, est-ce que je sais encore même les télévisions nationales, entre guillemets, je mets bien national entre guillemets, je reprécise, n'avaient comme image comme pensée concernant la peinture, en fait tous les arts confondus, ce qui se faisait dans la France on nous a prié d'appeler la meilleure patrie pendant des années. Ça veut dire que nous n'existions pas. Il se trouve qu'à la ville de Chelcher, nous avons décidé, en tout cas j'essaie, je ne dis pas que je vais gagner, j'essaie, avec l'aide de 2 ou 3 collègues et aussi par le biais de la commission mémorielle qui a été mise en place, de faire comprendre à cette population que nous existons et le travail se fait en tout cas par le biais de l'éducation nationale, c'est-à-dire que nous avons commencé à distiller notre venin par le biais des écoles primaires, c'est-à-dire peinture, apprendre les différents artistes. D'ailleurs, je vous signale à toute fin utile que nous avons commencé nous avons donné à l'école de Place Fofo le nom de Jocelyne Béroir. C'est pas pour rien, c'est simplement parce que c'est une artiste contemporaine à laquelle nous tenons particulièrement, mais qui était originaire du quartier. Donc il s'agit pour nous, par le biais de l'éducation nationale, apprendre à nos petits Chelcherois l'art et leur expliquer qu'avec cet art, avec ces différentes formes d'art, la peinture, la musique, la danse, pas nécessairement et uniquement notre belle nationale, mais à partir de cela, leur apprendre que nous sommes dans le monde, que nous devons nous approprier le monde, mais surtout nous approprier notre nous. Et ça, c'est important au niveau des écoles primaires, notamment, parce que je vous rappelle que ce sont les communes qui ont jusqu'à présent la charge
entre guillemets, des écoles primaires sorties des soi-disant programmes, entre guillemets, nationaux. Français, pardon. Donc je crois qu'on a ce travail-là qui est commencé. Et puis, depuis le déboulonnage, déchoucage, déplaçage, comme ça que je l'appelle, déplaçage, jetage, tombage de la statue de Schellcher, je suis, comment vous dire, extrêmement... non, alors, je m'exprime peut-être mal. Là aussi, la création de la commission mémorielle a permis, comme vient de le dire Victor, de laisser libre cours aux pensées et actions des uns et des autres, entre ceux qui n'ont pas compris, qui ne comprennent toujours pas, ceux qui comprennent mais avec un bémol, ceux qui sont pour. Il y a sujet à débat et je vous assure que, en ce qui me concerne, je m'exprime en mon nom propre. Je vous assure que la chute de Schellcher ne m'a gêné nullement. La seule chose que j'ai déplorée quelque part, c'est qu'il s'agissait de l'œuvre de Madame Marie-Thérèse Longfou, qui est morte depuis des années, donc c'est un des derniers vestiges de Marie-Thérèse Longfou que nous avons. Et c'est ce qui m'a gêné en l'état, l'œuvre en elle-même, parce que pour ma part, je vous savez, entre ce petit-là, entre Schellcher, les autres, Joséphine, des Nambucques, etc., j'avais souhaité qu'on leur fasse simplement un mausolée définitif, qu'on les parque quelque part tous ensemble, leur demandant à chacun qu'est-ce que tu fais là et pourquoi tu as fait, parce qu'il faut que les gens sachent que ceux qui nous ont quelque part fait terriblement mal et que pour les générations futures, il y ait aussi cette mémoire pour que les gens se souviennent de ce que ces gens-là ont fait. Et pourquoi nous sommes dans l'état de décrépitude mentale dans laquelle nous nous trouvons dans ce pays-là. En tout cas, voici, c'est ma pensée personnelle. Maintenant, les choses ont pris une autre allure, tant pis, mais je ne vais jamais rejeter ce que les jeunes ont fait. Ils ont peut-être eu le courage de faire ce que ceux de ma génération n'ont pas fait. Voilà. On va rester sur la même, sur le texte, si tu permets, Ricardo. Je vais dire deux petits mots concernant la transmission et mon travail. Je considère que lorsqu'on sort de l'atelier, qu'on montre son travail, notamment dans la sphère publique, c'est une forme de transmission. Je considère aussi que recevoir des enfants chaque semaine dans mon atelier, en individuel ou en groupe, on est aussi dans ça. Se mettre à disposition aussi des associations, de l'éducation nationale, de la CTM, voilà, pour toujours organiser des ateliers, voilà, qui ne sont pas des ateliers à visée thérapeutique, hein, mais qui sont juste de l'éveil artistique. Voilà, on est aussi dans une forme de transmission, et je pense qu'on nourrit aussi une forme un regard sur une esthétique martiniquaise. Voilà, donc je suis vraiment en plein dedans. Après, comme je dis, c'est une forme de résistance aussi que de transmettre aujourd'hui, parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens pour pouvoir transmettre convenablement. On est un petit pays avec des lieux de démonstration restreints, donc forcément on doit être dans une forme de résistance pour pouvoir montrer son travail. Voilà, pour faire la transition concernant ce que Mme Alique a évoqué avec la statue de Marie-Thérèse Longfou, moi je dis que c'est important de se poser, toujours la même chose, et de discuter. Et en fait, c'est un acte qui est important parce qu'il pousse au questionnement. C'est un peu comme mon point rouge sous mes toiles, en noir et blanc, toujours un point rouge qui verrouille l'œuvre, mais finalement qui ne verrouille pas l'œuvre pour l'éternité parce qu'il pousse au questionnement. Parce qu'en réalité, mon œuvre, avec une dimension noir et blanc très forte, qui dépeint une esthétique qu'on attribue à un exotisme exacerbé et une forme de doudouisme aussi. Vous savez, c'est bien simple, vous n'avez qu'à taper Martinique sur Google, vous verrez. Tout de suite, vous n'avez que des images de plage avec le ciel est bleu, la mer est belle. Il n'y a que ça.
C'est extraordinaire, il n'y a que ça. Et mon noir et blanc, il a aussi une dimension politique pour ça. Il dépeint l'image du tourisme qu'on voudrait nous attribuer. Et il s'ouvre avec un point rouge qui pousse au questionnement. Et moi, je crois beaucoup au questionnement. Donc, il faut un acte fort. Mon point rouge est un acte fort dans la peinture. La posture du noir et blanc. Eh bien, le geste aussi des jeunes qui ont déboulonné, c'est un acte fort. Donc, il doit pousser au questionnement. Et il doit ouvrir le débat. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais aussi avoir le point de vue de Madame John concernant les événements, les déboulonnements. Alors. Et ensuite, on va juste regarder, juste après Madame John, on regardera s'il y a des questions du public. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions, non seulement en présentiel, bien sûr, hein, les personnes qui sont présentes ici à la rue Garnier-Pagès, mais aussi les personnes qui nous suivent en ligne depuis chez eux. Donc, Madame John. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat peut-être, mais je suis toujours effrayée quand on veut annuler, brûler, déchouquer, faire tomber, fracasser l'œuvre d'une artiste, quelle qu'elle soit. Toute œuvre est un témoin d'un moment T, d'un moment M, d'une histoire. Effectivement, il faut regretter que dans notre espace, il n'y a pas d'espace d'explication. C'est-à-dire qu'on voit des choses dans l'enville et on ne sait pas à quoi, véritablement, il en retourne, à quel moment ça a été fait, par qui ça a été fait, quelle était la demande. C'était dans le cadre de, sûrement, une commande. Cette artiste est l'une des rares artistes femmes de l'époque, c'est-à-dire que nous n'avons pas tellement de femmes place artistes de cette génération-là. Il y a eu Madame, la maman de Charpentier, Madame Charpentier, Madame Lingfou. Nous, les femmes, nous n'avons pas tellement de filiation artistique et esthétique dans ce territoire-là. C'est souvent une histoire de l'art masculine. Donc pour moi, en tant que pédagogue, artiste, il me semble, quel que soit ce que la personne a produit, effectivement, c'est un objet à questionnement. Toute œuvre qui se donne à voir s'expose. Et le mot exposer est important. Maintenant, il y a des questions à se poser par rapport à ce que, entre guillemets, j'emploie les mots, les politiques font par rapport à cet espace public. Cet espace public, et je reviens à mon mot palimpseste, doit être véritablement un livre d'histoire à ciel ouvert. Quand je me balade dans la rue, je dois savoir pourquoi en 1910, on a donné tel nom à cette rue-là. Qui était ce personnage? Si c'était une espèce de Valandrin, on doit dire que c'est un Valandrin. Si c'était quelqu'un qui avait fait subir des horreurs, on doit savoir qu'il avait fait subir des horreurs. Je ne dois pas mourir idiot. Et c'est ça qui, pour moi, fait que il y a à réfléchir, nous avons à réfléchir sur justement ce passage de témoin, cette transmission. C'est-à-dire comment faire voyager cette histoire, comment la faire inscrire corporellement dans le corps de nos enfants. Comment véritablement faire en sorte que ce territoire-là, que le corps de nos enfants avec qui nous travaillons, soit le réceptacle de toutes ces mémoires et de toutes ces histoires. Aïe, on a déboulonné, on voit après que c'est l'œuvre de Madame Lingfou. Ça me désole. Vous voyez? Et je me pose des questions. Moi, en tant qu'enseignant, je me remets en question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas aidé mes camarades enseignants? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Comment un jeune qui a 25 ans, 20 ans aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a jamais parlé de quoi que ce soit. Donc, nous avons, nous, à nous remettre en question. Je fais partie du nous, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Donc, effectivement, c'est un geste qui nous a fait réfléchir. Mais en même temps, en tant que personne qui est dans la transmission, je suis quand même désolée et désorientée. Parce que ça me fait penser à des choses, si on enlève tout,
Tout le monde ne peut pas penser la même chose. Tout le monde ne peut pas dire, ne peut pas aller dans les mêmes pas. On est différents, on est tous singuliers. On doit pouvoir accepter la différence de l'autre. On doit accepter aussi, je conçois que peut-être que ceux qui vont venir dans 20 ans ne vont pas comprendre les problématiques de mon travail. Et ils vont se dire, mais cette dame-là, elle avait fait quoi? Mais le travail existe et à partir de ce travail-là, de ces propos que nous avons posés, on peut construire un débat, construire un questionnement. Et c'est ça qui me taraude un peu. Tu vois, c'est-à-dire que ils sont dans leur fougue, ils sont dans leur jeunesse, on a tous fait nos humanités. Mais je me dis que dans un petit espace comme ça, on ne peut pas tout fracasser comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste après? Comment est-ce qu'on bâtit les choses? Maintenant, il faut qu'on se pose les questions de qu'est-ce qu'on donne à voir. Nous sommes un espace, il y a énormément d'artistes pour le petit kilomètre carré que nous sommes. C'est un lieu où il y a une école d'art. Il n'y en a pas en Guadeloupe, il n'y en a pas en Guyane. Nous avons formé des générations d'artistes depuis 1984. Ça a été la première requête de M. Aimé Césaire quand M. Mitterrand est passé à la présidence. Il a demandé que l'on professionnalise les métiers de la culture et les artistes. On a mis en place cette école. On a mis en place cette école, mais quand tu postes la porte de cette école, de toutes les écoles, qu'est-ce qu'on donne à voir? Est-ce que je peux dire à un de mes étudiants, va voir au musée un tel les œuvres de monsieur un tel? Il n'y a pas d'espace où les œuvres sont là. Et comme on l'ouvre, notre histoire, elle se positionne sur quel mur? Il n'y a pas de musée. Il n'y a pas de lieu de démonstration pérenne pour retracer cette généalogie du lieu. Les artistes, les musiciens, les hommes de théâtre, on a l'impression qu'en Martinique, on recommence toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on repart toujours du néant. Alors que ce n'est pas possible. Il faut qu'on se pose cette question-là. Et en tant que pédagogue, d'abord, en tant que plasticienne, c'est ça qui me taraude. C'est-à-dire, effectivement, je suis dans un lycée du design, mais est-ce que je peux dire à un étudiant, va voir au musée un tel, le designer un tel qui a une œuvre achetée, ok? On n'a plus de frac, il n'y a pas de musée. Tu reprends d'art contemporain qui retrace le lieu. Il faut se poser la question. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sédimente les gens? Comment est-ce que l'on façonne les esprits? Comment on pose au questionnement? Au contraire, je veux que les gens se bousculent. Et c'est comme ça qu'on construit. Il ne faut pas qu'on construise dans quelque chose une pensée unique. Pas du tout. Il faut qu'on débatte. Donc, bon, voilà mon point. Absolument, et c'est exactement ça, c'est le débat. Donc on va ouvrir tout de suite les questions. Est-ce qu'il y a dans le public des personnes qui voudraient poser une question? Oui, très bien. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. C'est juste une petite réflexion. J'ai été extrêmement intéressé par la description de la procédure qui a amené au choix du nom d'Anicet à Saint-Pierre. Très intéressé, je trouve que ça nous met peut-être au cœur du débat sur les histoires de noms de statues et de noms de toutes choses. Parce que le mouvement qui conduit à choisir tel nom, la réflexion, les débats qui sont provoqués par ce sujet, me paraissent finalement aussi importants que le nom lui-même qui est donné. La seule chose, c'est, bon, est-ce que ça a été partagé dans la population ou pas? Bon. Mais ça me paraît extrêmement important, parce que je suis frappé par l'ampleur de la tâche. L'ampleur de la tâche. Si on se met à examiner les noms qu'il y a en Martinique, il faudrait tout débaptiser. Qui commune Martinique qui n'y a un nom qui n'est pas contestable? Qui lieu, qui côté? Pourquoi passer du château au Berry, à la plaine de Laurenti? Pourquoi passer à Font-Saint-Jacques? Font-Saint-Jacques, c'est qui ça? C'est Jacques Duparquet. Hein? Pourquoi passer de la rivière Monsieur à la rivière Madame? C'est qui ça? Monsieur, c'est Monsieur Duparquet, Madame Duparquet, et ainsi de suite. Bon, ça nous va y faire.
tirer toutes les machins. Bon, je veux dire qu'il y a un travail immense à faire et qu'il faut s'attacher à le faire en prenant en compte que la reine de ce combat, la reine, c'est les mentalités. C'est dans ça que nous travaillons. Bon. Je suis extrêmement étonné par le côté affligeant du débat qui a suivi les destructions des statues de Shelcher. Une pauvreté impressionnante. C'est-à-dire qu'il y a matière à débat sur Shelcher. Shelcher a beaucoup écrit, beaucoup d'articles, de journaux qui ont été rassemblés par des hormones, il y a beaucoup d'écrits. Donc il y a quelque chose d'extrêmement riche. Et on a eu droit à quoi? Ouais, Shelcher, c'est un suprématiste blanc. Donc autrement dit, Césaire c'est un roi rouillon, parce que Césaire dit des balles à Shelcher. Quand même s'il y a quelqu'un qui a une susceptibilité, une sensibilité sur le traitement des nègres, c'est bien Césaire. Et Césaire n'a rien vu. Il n'a rien vu, il n'a pas vu qu'il était en train de jouer un suprématiste blanc. Bon. Je veux dire, moi j'ai des critiques, et je pense qu'on a tous des critiques à faire sur Shelcher, d'une part, lui-même, sur le shelcherisme, d'autre part, encore plus. Bon. Mais je dis que ça doit provoquer de vrais débats. Pas des choses à l'emporte-pièce, des électives comme ça. Donc moi, je militerai pour qu'il y ait vraiment, partout dans la Martinique, un travail qui soit sur cette histoire, sur son appropriation, sur nos rapports à cette histoire, parce que beaucoup de choses ne sont pas connues, et je n'ai pas envie que les gens qui travaillent se mettent dans des sentiments de culpabilité. Non, je ne me sens pas coupable en tant qu'enseignant du résultat de la situation actuelle. Parce que je m'efforce de regarder un système. Je m'efforce de regarder comment ça a fonctionné. Je m'efforce de regarder comment ça fonctionne. Et je m'efforce de comprendre que c'est beaucoup une question de rapport de force. Il y a des gens qui se sont consacrés, il y a des gens qui ont passé des dizaines d'années de leur vie à travailler sur l'histoire populaire martiniquaise. Des dizaines d'années de leur vie. Et qui ont écrit, et qui ont fait des bouquins. C'est pas... Donc, je vais leur dire, vous êtes mal transmettre. Non, il y a un problème qui est plus vaste que ça, et que même l'école seule ne pourra pas résoudre. Parce que j'entends souvent l'histoire, on n'a pas appris à l'école. Bon, s'il faut apprendre à l'école, dans le système scolaire, tout ce qui concerne la constitution du peuple martiniquais, les différents combats qui l'ont conduit. S'il faut faire ça, il faudrait se faire que ça. Bon. Mais il faut aussi enseigner l'écologie, mais il faut aussi enseigner, etc., etc. Je pense que ça n'est pas... On ne résout pas le problème en disant, ouais, c'est l'école. Je pense que la chose est plus vaste que ça. C'est un problème qui est posé à la société, dont l'école n'est qu'un des éléments, petit élément, vu le temps qu'on y passe. Et à mon avis, nous y travaillons devant nous. Génération plus vieille que celles qui sont là aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est vrai que l'éducation nationale ne répond pas à tout. Et puis la vocation de la Fabrique décoloniale, c'est aussi ça, c'est de créer des espaces d'échange autres et de délocaliser le débat. Donc merci. Il y a une question ici aussi. Oui, monsieur? Oui, bonjour. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque générale. Donc, je tiens à saluer tous ceux qui sont présents, certains pour qui j'ai une amitié sincère. Pour moi, et j'ai eu l'occasion de le dire dans les médias, les destructions qui ont eu lieu sur le plan artistique, pour moi, relèvent de 3 malhonnêtetés intellectuelles. La première, c'est que détruire l'œuvre, détruire la statue, détruire la représentation ne remplacera jamais ce que moi je sais de Shelcher, ce que moi j'ai lu de Shelcher, ce que moi je comprends de Shelcher.
La deuxième malhonnêteté intellectuelle, c'est que Schellcher n'est plus, comme à l'époque, adulé comme il l'a été. Il y a des statues, il y a une statue notamment célèbre à Paris de Jeanne d'Arc, qui est, elle, par contre, célébrée régulièrement par les esprits les plus rétrogrades de l'extrême droite. Pourtant, personne n'a jamais eu l'idée, ou peut-être qu'ils ont eu l'idée, je n'en sais rien, de la déboulonner, de la détruire et de tenter d'effacer, dans cette logique de cancel culture, hein, qu'on connaît bien, l'idée que représente cette statue. Et enfin, la dernière, mais heureusement, j'espère avoir des réponses aujourd'hui, malhonnêteté intellectuelle de cette action, c'est qu'elle ne propose rien. Elle ne propose pas de remplacement. Elle laisse ouvert à la réflexion de chacun l'idée de ce qu'on pourrait y mettre soit à la place, soit à côté, soit ailleurs. D'accord? Mais pour l'heure, certainement à cause des difficultés qu'il y a eu dans cette année, je n'ai pas entendu, peut-être que je ne suis pas au courant de tout, j'espère être éclairé, de propositions concrètes pour avancer justement. Que ce soit des propositions artistiques, comme le travail de Ricardo ou celle de Madame John que je ne connais pas très bien. Et j'irai aussi plus loin dans le domaine de l'art en général. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué de rencontrer l'art. Moi, j'ai eu cette chance dans mon parcours de rencontrer des artistes, d'acheter des œuvres d'art, etc., etc. Donc, je suis rentré un peu dans cette dynamique aussi à un certain moment, et j'espère la poursuivre dans mon existence, mais je conçois que certaines personnes n'ont pas cette occasion. Moi, j'ai effectivement le souvenir de personnes qui venaient, que j'avais l'occasion de rencontrer, comme Coco René Corail, à mon domicile, mais j'ai la conscience également que c'est un privilège. Quand Anissé, quand on fait l'interview il y a 2 jours, Monsieur Anissé dit j'ai eu l'idée en 86, enfin, commande de Monsieur Almond, qui était un maire de droite, si je ne me trompe pas, donc un maire de droite dans les années 80 à Martinique, a commandé une fresque décrivant une insurrection marronne, c'est bien ça? On est bien d'accord. Et la donne à Victor Anissé, qui est plutôt proche de milieux totalement à l'opposé, si on est bien d'accord, et dit que ça va être plus grand que la statue de Schellcher. Et il la met derrière la statue de Schellcher, englobant la statue de Schellcher, mangeant la statue de Schellcher. J'ai bien compris, je ne dis pas de bêtises, j'ai des experts à côté de moi. Et donc ils le font, mais quand ils sortent l'événement, on fait le truc un peu en bas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui explique cette fresque. Je suis allé le lendemain du 22 mai, quand la statue a été machin. Je savais qu'il y avait la fresque de l'Anissé qui était derrière. Et je suis allé voir la petite plaque à côté. Qu'est-ce qu'elle explique? Elle explique qu'elle a été inaugurée en 2006, finalement, avec d'autres lieux. Et c'est tout, en présence d'eux, avec machin. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je n'ai pas le... S'il n'y a personne qui me dit « regarde », s'il n'y a personne qui me dit « qu'est-ce que ça veut dire », je ne sais pas. Et je suis sûr que ceux qui ont pété la statue ne savaient pas ce que cette fresque était. Puisqu'ils disent après qu'il n'y a rien en Martinique, qu'il n'y a rien en Martinique qui parle de ça. Alors qu'il y a la fresque juste derrière. Et il faut qu'on se pose ces questions-là. Et Anissé a dit quelque chose de très important aussi, qu'on n'a peut-être pas encore mis, on va mettre dans la grande, on va faire une plus grande vidéo avec vraiment, on a presque 2 heures d'interview. C'est qu'il avait écrit un texte expliquant ça, et que finalement ce texte n'a jamais été partagé, n'a jamais été inscrit, n'a jamais été lu en public au moment pour expliquer aux gens ce que ça voulait dire. Quand je lui ai demandé c'était quoi la réaction du public, il m'a dit on n'a pas vraiment présenté l'œuvre en fait, depuis 86. Donc cette question-là se pose pour nous maintenant. Donc il faut qu'on commence à sortir, à mettre en lumière le travail qui a été fait, pour que dès que tout va se passer quelque part dans le monde, on n'ait pas des nouvelles générations qui disent on n'a pas fait ça ici, alors qu'en fait parfois on l'a fait 30 ans avant, 40 ans avant. Et c'est aussi important, parce qu'on peut être dans un état d'esprit pas très positif de notre pays, de qui on est, de où on est. Mais si on a fait des choses, peut-être que le mettre en avant, ça nous permet aussi d'être debout. Voilà.
Très bien. La transmission, c'est vrai que c'est très important et à la Fabrique des Coloniales, je présenterai les grandes lignes des ateliers que nous voulons mettre en place en 2021. Sans plus tarder, je voudrais inviter la dernière invitée de la matinée, la vice-présidente de la Fabrique des Coloniales et également la fondatrice d'Oliwon l'Histoire. Et Valériane Edmond-Mariette va vous présenter donc les Descendants-Ville, donc le foyal colonial comme outil de transmission. Valériane Edmond-Mariette. Merci Madame la Présidente. Alors je suis très heureuse d'être là. C'est vrai que j'ai préparé un petit fil conducteur, mais je pense que je n'en aurai pas besoin, parce que c'est assez simple. L'idée de la Fabrique des Coloniales, c'est justement à chaque fois de vous présenter des choses qui semblent par moments peut-être très théoriques, mais de toujours y mettre et y apposer quelque chose qui soit pratique. Et pour le coup, avant que l'on crée la Fabrique des Coloniales, depuis déjà environ 4 ans, je mène en fait des visites, des balades historiques qui ont cette vocation en fait de transmission et qui sont justement là pour expliquer ce qui n'est pas expliqué. Dans ces concepts, et Oliwon l'Histoire qui me sert vraiment de plateforme de transmission et de diffusion de mes recherches, puisque je suis actuellement doctorante à l'Université des Antilles en histoire, et je travaille sur l'histoire du fait colonial, l'histoire de la musique, etc., à l'époque contemporaine à la Martinique. Dans ce travail de recherche que je mène, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses sur notre histoire. On ne peut pas dire que personne ne travaille sur la Martinique, personne ne travaille sur la Guadeloupe. Ce serait mentir en fait de dire cela. Il y a énormément de travaux. Ce qui manque, c'est, j'ai envie de dire, le strapontin ou l'escabeau qui permet de faire le lien en fait. C'est le lionnage en fait. Ce qui manque, c'est cet outil de transmission qui sort du côté très académique, très conforme, très normé, pour nous ressembler plus en fait. Et qu'est-ce qui nous ressemble plus qu'en passant dans l'en-ville, voir telle statue ou tel monument et essayer de le comprendre et de l'expliquer. Et à travers les Descendants-Ville, qui sont ces balades historiques, c'est ce que j'essaie de faire. Et mon premier circuit, qui est le plus vieux, mon premier bébé, c'est Foyal colonial. Et donc c'est une balade historique de 2h30 qui est axée uniquement sur les symboles coloniaux dans la ville de Fort-de-France. C'est un parti pris, c'est volontaire. Il n'y a pas que des symboles coloniaux dans la ville, mais j'ai fait ce choix-là parce qu'en fait, il y avait notamment, à l'époque, la statue de Denambuc et la statue de Joséphine, qui étaient là et qui n'avaient pas de panneau. Alors, il y a à peu près 2 mois de cela, j'ai fait une visite et il y a un internaute qui a trouvé un gif qui résume très bien la visite. Et ce que je répète tout le temps, c'est il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a rien qui nous explique les choses, en fait. Et il n'y a rien qui nous explique les choses. Pas parce qu'il n'y a pas eu d'explication ou parce qu'il n'y a pas eu de réappropriation de ces symboles coloniaux et de transformation, etc. Mais parce qu'en fait, je ne sais pas, il n'y a pas il n'y a pas cette lecture, en fait. Isaka vient de le dire avec l'exemple de la fresque de Victor Anisset, qui est quand même, effectivement, qui est très longue. Quand on entend sa vidéo, et ceux qui n'ont pas pu la voir, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien qui est sur notre Facebook, parce qu'il décrit son travail. Et quand il décrit son travail, on se dit, mais pourquoi en fait c'est le truc le plus bête du monde en fait. Expliquer. Mettre quelque chose qui permette aux gens de comprendre pourquoi telle chose habite l'espace public, quel est son sens, pourquoi ça a été mis là. Et à travers mes visites, j'ai tout de suite, quand j'ai commencé il y a environ 4 ans, j'ai tout de suite senti l'intérêt. Il y a tout de suite eu du monde, donc on peut pas, en tout cas moi je ne suis pas dans l'équipe qui dit que ça n'intéresse pas, que les Martiniquais n'aiment pas se cultiver, etc. Pas du tout. Je suis pratiquement tout le temps à guichet fermé. Mon souci c'est le temps. Je ne peux pas le diviser ni me diviser. Et je n'ai pas encore le don de bilocation, mais pour le coup, il y a cet intérêt. Et une fois qu'il y a eu les déboulonnages, au moment où moi j'assiste via les réseaux sociaux à ces événements, je me gratte un peu la tête et je me dis, bon, j'ai plus de travail en fait. Comment je vais faire? Est-ce que je vais utiliser des photos? Est-ce que je change le sens de la visite?
qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je mets, et finalement, en pratiquant la visite amputée, si je peux dire ça comme ça, je me suis rendu compte que malgré les déboulonnages, il n'y avait pas l'explication. C'est-à-dire que quand je commence la visite maintenant, les gens me disent « mais pourquoi ils ont fait ça ?» Et je suis incapable de répondre parce que je ne suis pas dans la tête de ces personnes qui ont fait ce choix. Et moi, je n'ai pas d'avis à émettre sur le pourquoi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de permettre aux gens de comprendre. Et quand on fait les différentes étapes de la visite et qu'ils me disent ben, comment toi tu lis les choses, comment toi tu comprends les choses, parce que la visite c'est un moment d'échange et de partage. C'est pas un cours, on n'est pas assis derrière un bureau, on échange, chacun a son expérience, chacun a son vécu. Et souvent je dis, ben, moi je vais vous expliquer historiquement ce qui s'est passé, pourquoi ça avait été mis là, quel était le but, je vais vous parler de l'artiste qui a fait la statue ou de l'artiste qui a fait la fresque. Je vais vous donner des éléments et puis vous allez vous faire votre propre avis. Parce que vous êtes des cerveaux suffisamment intelligents, vous êtes des individus, vous savez penser, vous savez réfléchir par vous-même. Et mon travail en tant que, aujourd'hui doctorante et j'espère très bientôt historienne, c'est de vous donner justement ces outils pour pouvoir penser par vous-même et peut-être que demain, de façon démocratique, on choisira de placer telle ou telle statue ou d'enlever telle ou telle statue ou de rebaptiser telle ou telle rue. Quel que soit le choix qui est fait, déboulonner, débaptiser, renommer, transformer, cannibaliser, le tout c'est d'expliquer. Et la fresque de Cocorone Corail qui se trouve de part et d'autre de la porte du Tricentenaire, qui est la porte du parc Aimé Césaire aujourd'hui, est un magnifique exemple de cannibalisation, de cannibalisme, mais qui n'a pas été expliqué. Et aujourd'hui, je crois que notre génération a pour travail, en tout cas, c'est la charge que je me donne, d'expliquer, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup Valériane. Je rappelle donc fondatrice d'Oliron l'Histoire. Vous pouvez, ceux qui n'ont pas encore eu la chance de suivre ce tour Foyal colonial, vous pouvez retrouver donc Oliron l'Histoire, partenaire de la Fabrique des Coloniales, sur les réseaux sociaux. Je voudrais également préciser que l'intégralité de l'entretien de Victor Anissé sera disponible sur nos réseaux, donc la Fabrique des Coloniales, sur Facebook, Insta et Twitter. Nous sommes bien évidemment très motivés et nous voulons créer ces espaces de transmission à la Fabrique des Coloniales. Nous voulons proposer en 2021 un programme d'activités et d'ateliers, non pas seulement à Fort-de-France où nous sommes aujourd'hui, donc dans l'Anville, mais également dans les communes. Nous allons proposer nous avons un projet d'exposition photo avec Mario Gilbert, donc exposition itinérante. Nous avons également un projet de séminaires pratiques autour d'œuvres d'art de façon à rendre accessible la compréhension de l'art caribéen, en particulier donc en Martinique. Donc toutes nos activités seront ouvertes aux Martiniquais. Nous invitons tous les Martiniquais et Martiniquaises à s'inscrire sur fabriquedescoloniales.org. Vous pouvez mettre votre adresse email et nous allons vous contacter pour les événements à venir. Je précise que nous aurons aussi en décembre 2021, 7, 8 et 9 décembre, un colloque sur les mémoires décolonisées, les mémoires de l'esclavage, avec comme invité Achille Bembe. Donc nous aurons ce colloque à la fin de l'année 2021. Donc nous avons un programme d'activités assez actif. Nous avons aussi été contactés par les collectivités, des clubs-services pour proposer des ateliers pour compenser l'absence de transmission ou pour ajouter en tout cas notre pierre à l'édifice. C'est vraiment ce que nous voulons à la Fabrique des Coloniales, ajouter notre pierre à l'édifice, faire émerger de nouvelles voies, faire simplement avancer notre pays
Et puis, bien sûr, nous ouvrons les portes de la Fabrique décoloniale à tous avec beaucoup de dynamisme et de motivation. Oui, je précise que je remercie bien évidemment tous mes invités en présentiel. Vous voyez, à force de se concentrer sur l'audience en ligne, on oublie le présentiel, bien évidemment. Nous sommes donc, je rappelle que nous avons eu le soutien donc, de Victor Anissé, mais la présence active de nos invités pour la table ronde qui ont participé au débat, donc Madame Christine Aliquer, Monsieur Ricardo Osier-Lafontaine et Madame Valérie John. Et puis je remercie aussi tout le public pour les questions et les commentaires. Je remercie aussi bien évidemment le lieu qui nous accueille ici au cœur de l'Anville, au 19 rue Garnier-Pagès, habité. Vous pouvez les trouver en ligne, hein, c'est le Patio 19. C'est vraiment un lieu ouvert pour le travail collaboratif. Donc je vous encourage à vous connecter également à leur page et à venir visiter ce lieu. Ils ont vraiment le sens de l'accueil et ils sont très, très chaleureux. Je remercie particulièrement donc David et Raphaël, les propriétaires. Je vous remercie tous et je vous dis donc à bientôt. Je voulais aussi préciser que le streaming a été également mis en place généreusement par Gilles, que nous remercions en particulier pour son professionnalisme, Gilles Cazenave. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? C'est bon? Très bien. Eh bien, je remercie donc tous les autres membres de la Fabrique décoloniale et je vous dis à très bientôt. Au revoir.